sera filmée. Et donc, vous pourrez la consulter à l'issue de cette rencontre. Bien, les rencontres d'Hippocrate sont des conférences ouvertes au grand public où des personnalités du monde de la politique, de la santé ou des sciences humaines viennent échanger et débattre liés à la santé et l'éthique. Leur production et la diffusion vidéo sont assurées depuis 2016 par le groupe LEH. Les études hospitalières, spécialisées en information expertise, en droit, gestion, management, stratégie de la santé, organisées autour de 4 activités, l'édition, la formation, le conseil et l'événement. Elles sont co-organisées par la faculté de médecine, faculté de droit de l'Université de Bordeaux, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde et son président Fabrice Broucas, que je n'ai pas encore vu se connecter, et avec le soutien de l'espace régional d'éthique Nouvelle-Aquitaine, site Bordeaux, le groupe Pasteur Mutualité, groupe mutualiste d'assurance et de services destinés aux professionnels de santé, et de sa mutuelle locale, groupe Pasteur Mutualité Gironde Dordogne, et de son président, le docteur Xavier Leduc, ainsi que la fondation Anthony Minguenet, consacrée à la promotion des prises de conscience éthique. Les prochaines rencontres d'Hippocrate se dérouleront le lundi 15 mars sur la thématique de l'indemnisation du dommage corporel en question et le jeudi 1er avril 2021 sur la thématique des personnes vulnérables et de leur consentement face aux soins. Les rencontres d'Hippocrate sont, comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez retrouver l'ensemble des rencontres sur notre chaîne YouTube ou via notre lien. La rencontre de ce soir a pour thème les professionnels de santé au secours de l'enfant en danger. Pas moins de 6 intervenants experts se succéderont pour traiter ce sujet. Je les remercie vivement pour leur confiance en acceptant d'animer cette conférence. Cette rencontre sera modérée par le professeur Bloch, professeur de droit privé, Collège Santé, co-directeur du Master 2, droit de la santé, Université de Bordeaux. Et je remercie également l'association des élèves du Master de droit de la santé qui suit cette rencontre et fera un résumé. À présent, je cède la parole à Laurent Bloch pour présenter nos intervenants et cette rencontre. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour nos visages masqués. Nous sommes tous dans la même salle, donc nous respectons scrupuleusement les différentes consignes. Je voudrais ajouter au remerciement de Sébastien nos 2 facultés qui participent à la promotion des rencontres d'Hippocrate, la faculté de médecine et le collège santé, et puis également la faculté de droit qui nous apporte évidemment tout leur soutien pour ces opérations. Ce que je voudrais vous demander les uns et aux autres pour éviter tous les petits soucis, c'est de veiller à bien éteindre vos micros pour éviter les échos, qui sont toujours assez désagréables, et également si vous pouviez, une fois n'est pas coutume, éteindre vos caméras, parce qu'on a pas mal d'intervenants ce soir, et c'est vrai qu'avec les caméras allumées, ça nous permet de les identifier et de savoir si tout le monde est là et si tout le monde va bien. Donc c'est plus simple pour nous. Donc ce soir, les professionnels de la santé au secours de l'enfance en danger. Nous avons donc beaucoup de monde parce que la protection de l'enfance, Adeline Goutte-Noire le dit souvent, c'est une chaîne. Donc nous avons ici Adeline qui, je vais lui transmettre très rapidement le relais parce qu'elle connaît infiniment mieux que moi ce sujet. Donc comme elle ne sera pas, je vais la présenter. Je la laisserai présenter ensuite tous les différents intervenants. Donc Adeline Goutte-Noire qui est professeure de droit à l'Université de Bordeaux, spécialisée sur les questions de droit des mineurs et puis également bien sûr présidente de l'ODPE. Alors, ça va peut-être vous frustrer un petit peu, mais si vous avez des questions à poser, des réactions, on va vous demander d'attendre un petit peu.
parce que pour que les différentes interventions s'enchaînent bien, on va laisser passer toutes les différentes thématiques. Et puis, bien évidemment, à la fin, vous pourrez poser des questions par le biais du chat ou directement, vous ouvrez votre micro et puis vous posez votre question. Ce n'est pas du tout un problème. Mais dans un premier temps, voilà, on va laisser nos différents intervenants. Vous pouvez, bien évidemment, tout de suite écrire votre question, mais on la prendra un petit peu plus tard. Voilà, je passe le relais immédiatement à Adeline qui va vous présenter la thématique de ce soir et puis et bien évidemment les différents intervenants. Merci beaucoup Laurent. Merci. J'enlève juste une seconde mon masque pour que vous puissiez m'identifier ensuite si jamais vous me revoyez ailleurs. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui les acteurs principaux de la chaîne de la protection de l'enfance vue du point de vue de la santé. Alors, je demanderai, il y a encore 2 caméras qui restent allumées, un certain Didier et un monsieur dont le numéro se termine par 3925. Si vous pouviez enlever votre caméra, ça nous permettrait de mieux repérer les intervenants. Monsieur avec de belles lunettes bleues, merci beaucoup. Alors, quant à Didier, il est parti en nous laissant sa caméra. Alors, l'objectif de ce soir, c'est d'essayer de vous montrer à quel point l'enfant est entouré de médecins et comment ces médecins s'articulent entre eux pour essayer d'apporter le maximum de protection aux enfants en danger. Cette problématique est mise en avant depuis quelques années par l'université, que ce soit de médecine ou de droit, sur lequel nous collaborons, mais également par l'Observatoire départemental de la protection de l'enfant dont je suis présidente, parce que c'est vrai que la question de la santé de l'enfant est d'abord une question majeure. Ensuite, il y a un lien effectivement fort entre protection de l'enfance et santé, puisque quand la santé est défaillante, l'enfant est en danger. Et par ailleurs, les enfants voient tous, ou presque tous, le presque est en soi problématique, un médecin, que ce soit à différents niveaux. Et donc, il est évident que les médecins, les professionnels de santé ont un rôle fondamental à jouer dans la protection de l'enfance. La conférence d'aujourd'hui est également enregistrée, notamment pour la première partie, pour le futur MOOC protection de l'enfance, enfin, professionnel de santé et protection de l'enfance, qui est en train d'être réalisé par le conseil départemental. C'est un peu un épisode 2, puisqu'il y a un MOOC protection de l'enfance en général qui est déjà disponible et libre d'accès, qui a été élaboré par le CEDEF de la Gironde. Et donc, un autre MOOC est en préparation avec comme intervenants les personnes présentes ce soir, mais pas seulement. Et donc, certaines de nos interventions vont être intégrées dans le MOOC. C'est la raison pour laquelle on a un peu calibré les premières interventions qui vont être assez courtes au cours desquelles chacun va se présenter. Donc, je ne vais pas faire une présentation de tous nos intervenants, mais par contre, je voudrais leur adresser mes plus vifs remerciements pour avoir accepté de se prêter à cette conférence selon des règles qui ne sont pas forcément faciles et évidemment qui n'ont pas été facilitées par le contexte dans lequel nous intervenons. Merci infiniment à tous. Et donc, je vais d'abord passer la parole à Monsieur Dugravier, qui intervient au titre de la pédiatrie libérale pour une présentation de la manière dont le pédiatre en libéral se situe par rapport à la question de l'enfance en danger. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? C'est bien? Alors, on vous entend. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez bien? C'est bon? Tout le monde? Oui. Oui? Oui, oui. Bon. Je suis pédiatre libéral, en retraite d'ailleurs. Je suis également, j'étais jusqu'à maintenant membre du Conseil de l'Ordre, membre titulaire. C'est bon? Et j'ai travaillé donc en cabinet, j'ai travaillé également dans diverses structures qui m'ont permis d'appréhender la violence dans ses différentes formes. C'est bon, vous m'entendez, Adeline, ou pas? Oui, allez-y, allez-y. D'accord, ok. J'ai travaillé en CAMS à l'hôpital des enfants, j'ai travaillé
à l'AOGPE, l'Association des veuves de protection de l'enfance. J'ai travaillé en foyer Sonacotra, si bien que j'ai pu avoir affaire à diverses ouvertures sur les formes de la violence. Je commencerai par une phrase caricaturale qui est « L'enfance est l'état le plus vil et le plus abject de la nature humaine après celui de la mort ». Ce sont les mots du cardinal de Bérulle en 1620 et quelques, complétés par saint François de Sales qui disait que pendant notre enfance, nous sommes comme des bêtes privées de jugement, de discours et de raison. Ceci pour vous dire que je ne peux pas concevoir de parler de la maltraitance individuelle sans pouvoir la référer à la maltraitance comme fait de société, et je pense que ce sera une part de notre discussion tout à l'heure. La violence, elle a toujours été une forme éducative où parmi les principes éducatifs, il y avait les infanticides, les sacrifices d'enfants, les châtiments corporels, jusqu'au traitement parfois, comme le traitement de l'énurésie ou des troubles du sommeil dans certaines circonstances qui ont été de véritables applications de maltraitance. Lorsque j'étais en sixième, notre professeur de lettres nous donnait des châtiments corporels, ça allait des coups de règle sur les doigts aux fessés, habillés ou déshabillés. Et pourquoi vous dire ça? Parce que c'était admis par tout le monde comme un fait normal éducatif et jamais personne, jusqu'à ce qu'un père un jour manifeste très violemment, n'avait dit quoi que ce soit. Donc une sorte de déni collectif, historique et traditionnel, et qui me fait me poser la question de ce que sont encore maintenant les zones sombres dans lesquelles nous naviguons et qui nous amènent à négliger probablement certaines formes de maltraitance. Parce que si réellement 10% des enfants sont victimes de maltraitance, c'est qu'il y a certainement des biais d'appréciation qui nous échappent. Alors, les pédiatres de ville, les médecins de ville, les médecins généralistes, je mets bien sûr tous ces deux spécialités dans le même ordre par rapport à la réception des enfants, sont-ils bien placés? Ils sont inscrits dans la dynamique familiale. A priori, on pourrait penser qu'ils sont les mieux placés pour dépister. En fait, ce n'est pas des médecins que viennent la majorité des signalements de maltraitance. Alors, quels sont les obstacles? Eh bien, on peut dire bien sûr que la précarité participe à augmenter le risque, mais elle n'explique loin de là pas tout. Personne, dans aucune famille, n'est à l'abri et les préjugés sociaux et la notion de milieu doivent être oubliés parce que ça nous expose à des erreurs lourdes de conséquences. Ceux qui viennent chez les pédiatres en général ne sont pas ceux qui sont dans les situations les plus précaires. Et les lieux d'implantation des cabinets pour la majorité d'entre eux sont aussi déterminants du type de patientèle. Ceux qui n'amènent pas leurs enfants chez les pédiatres ou chez les médecins, c'est soit pour des raisons sociales et culturelles, soit pour des questions de simple culture d'accès aux soins. Après, il y a un biais d'appréciation très important pour nous, qui est le fait que nous connaissons nos patients. C'est-à-dire que nous avons une sorte d'empathie, on se connaît, on se voit souvent, et on a un jugement qui peut être faussé sur l'appréciation du risque par rapport à ce que peut être un enfant qui arrive à l'hôpital avec une suspicion de maltraitance. Ensuite, une autre chose, c'est que les gens que nous connaissons donc, dès que la situation commence à s'aggraver, que la situation familiale est difficile, ben, en général, on ne les voit plus et on peut difficilement se permettre, sauf exception, de les relancer. Autre point, je m'excuse d'énumérer des points comme ça, on reviendra après dans la discussion. Autre point, c'est que dans une même famille, en général, c'est l'un des enfants qui est victime de sévices et rarement tous les enfants, sauf dans les conditions de grande précarité. Et puis, il y a deux sources d'erreurs pour moi majeures en pédiatrie de ville, en médecine de ville, qui sont la peur de se tromper et des conséquences de l'erreur, c'est-à-dire de mettre une famille en grande difficulté en s'étant trompé sur un diagnostic et donc un signalement abusif. Et puis la deuxième chose, qui n'est pas négligeable, c'est la peur des représailles, parce que, vous le savez, la décision individuelle de faire un signalement nous expose à la réaction familiale et les agressions ou violences vis-à-vis de médecins ne sont pas exceptionnelles. Autre point que je voudrais vous signaler, c'est que cette maltraitance à laquelle nous sommes confrontés est en général une maltraitance subtile. Si je dis subtile, on en parlera peut-être en discussion, mais ça veut dire que c'est une maltraitance par négligence. C'est rarement une maltraitance par violence, sinon par violence verbale, mais c'est souvent négliger ce qu'est l'état d'enfant, négliger ses attentes, ne pas répondre à ses besoins, ce qui, on pourra en reparler, se retrouve exactement dans les mêmes conditions dans les abus sexuels, et notamment dans la description qu'en fait Ferenczi dans son livre extraordinaire sur la confusion des langues entre les adultes et l'enfant.
Je dis livre parce qu'il est paru en petit livre alors que c'est un extrait de son tome 4 de psychanalyse. Donc, je vous laisse ces négligences, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez. Les ressources, ça sera l'objet d'une discussion ultérieure. Et ce que je voudrais vous signaler, c'est quelques points particuliers sur lesquels je pense qu'on pourra ouvrir une discussion les uns avec les autres. C'est, premièrement, la question particulière de l'adolescence, qui en ce moment est particulièrement mise en valeur par les événements médiatiques et médiatisés récents, avec pour moi une question majeure qui est cette étrange question du consentement, parce que je ne comprends pas du tout qu'on puisse imaginer un âge de consentement, pour moi pédiatre, pour moi thérapeute, alors qu'il s'agit d'apprécier des relations asymétriques, de ce qui engendre la dépendance et l'emprise, et que c'est la vulnérabilité qui, pour moi, doit être prise en compte beaucoup plus que tout âge, en deçà ou au-delà duquel on pourrait penser qu'un enfant ou un adolescent serait consentant, parce que ça reviendrait à moduler la responsabilité de l'abuseur, et ça, je ne peux pas le concevoir. Ensuite, pour ce qui est des jeunes filles en particulier, et c'est dans le même état d'esprit, il faut bien savoir que le regard qu'elles ont sur le monde n'est pas le regard que le monde a sur elles. Il y a une disproportion entre leur apparence, les propos qu'elles suscitent, et le regard, pas si loin de l'enfance, qu'elles portent sur leur entourage et sur elles-mêmes. La fin de l'été l'a très bien montré avec ces gamines, jeunes adolescentes qui se trimballaient très décolletées ou le nombril à l'air et qui avaient fait de nombreuses discussions médiatiques. Et enfin, dernière chose que je voudrais vous signaler, c'est l'importance pour moi et en consultation qu'ont pris les réseaux sociaux, avec notamment le cyberharcèlement entre adolescents, avec la violence et notamment la violence sexuelle par l'image de jeunes adolescentes qui se sont laissées filmer et qui sont absolument anéanties par la mise en public de ces réseaux, sur les réseaux sociaux de scènes sexuelles, sexualisées. Autre question sur laquelle on pourra peut-être parler, mais ça, Adeline Gautenois peut-être aura un avis, c'est l'imprescriptibilité. Est-ce qu'il faut dire… Excusez-moi, je vous interromps, mais je pense que l'idée, c'est de centrer sur votre rôle en tant que médecin pédiatre, parce que si ce genre de questions qui sont particulièrement intéressantes, je le reconnais, va nous amener dans des débats extrêmement bien longs. Mon rôle de médecin pédiatre, c'est d'essayer de faire un repérage, ce qui nous est, comme je l'ai dit, extrêmement difficile, parce que nous sommes très loin, en général, d'imaginer cette possibilité, sauf évidence qui s'impose. Voilà. Je crois que c'est à ça qu'on viendra, parce qu'après, ça nous permettra de parler des réseaux et de ce que nous pouvons souhaiter pour pouvoir aborder cette question sans être seul en lice, comme c'est le cas chaque fois qu'on est en rencontre dans un cabinet et qu'on se dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Voilà. Je m'excuse de cette présentation un peu hachée. Mais non, très bien, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Et je vais passer la parole à Madame Caroline Jeunet, qui est médecin scolaire, parce que si tous les enfants vont à un médecin, en principe, tous les enfants vont aussi à l'école. L'école est un lieu de repérage qui est extrêmement essentiel. Et je dois souligner que depuis 10 ans que je suis présidente de l'ODPE, j'ai pu voir à quel point l'éducation nationale a fait des efforts et des progrès pour jouer un rôle essentiel dans la protection de l'enfance en général et particulièrement dans notre département. Madame Jeunet, je vous laisse la parole. Bonjour et merci de m'avoir invitée pour cette participation. Donc, je vais reprendre vos propos. La maltraitance, quelles que soient ces manifestations, en fait, elles touchent les enfants, quel que soit leur milieu familial, quel que soit le milieu familial dans lequel ils évoluent, et tous les enfants vont à l'école. Donc, je vous laisse poursuivre la réflexion. Avant de parler du médecin de l'éducation nationale, je vais peut-être placer le cadre. Toute l'éducation nationale, en fait, est concernée par la maltraitance. Le médecin scolaire est un des acteurs et je vous parlerai du rôle du médecin après. Donc, à tous les niveaux, que ce soit ministériel, régional, départemental, tous les institutionnels définissent ensemble la mise en œuvre de la politique autour de l'enfance en danger. Au niveau des départements, les inspecteurs d'académie, qui sont assistés par les conseillers techniques, santé et sociaux, sont partenaires des présidents des conseils départementaux et des procureurs de la République pour l'élaboration des protocoles. Tout cela se fait vraiment en concertation étroite. Au niveau des établissements, il y a des procédures qui sont claires et théoriquement, tous les personnels doivent être formés, en tout cas, tout concourt pour cela.
L'éducation nationale est à l'origine d'environ un quart des transmissions d'informations préoccupantes et de signalements judiciaires. En tout cas, c'est ce qu'elle signale dans un des documents qu'elle a édicté en décembre 2020. Le médecin de santé scolaire, il a une vision globale de la santé de ses élèves, mais l'évolution de la société et les déterminants récents font qu'il s'occupe plus précisément des enfants à besoins éducatifs particuliers. Les enfants en danger sont des élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors, par besoins éducatifs particuliers, on entend les enfants en situation de handicap, qui ont des affections longue durée. Les enfants, on va lutter contre l'illettrisme, le harcèlement, la prise en charge des troubles psychiques. Tous ces enfants fragiles, dans leur sein, il y a des élèves à besoins particuliers qui sont les enfants maltraités, mais on ignore qu'ils sont à besoins éducatifs particuliers la plupart du temps puisqu'ils ne sont pas repérés, pas dépistés. Donc, les médecins sont reconnus comme des partenaires à part entière dans le domaine de la protection de l'enfance, quasiment systématiquement sollicités par les écoles et les établissements scolaires pour participer à l'analyse des situations et à la prise en charge des enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Et ils travaillent en collaboration étroite avec les partenaires à l'éducation nationale. Sur le premier degré, les directeurs d'école et les psychologues scolaires. Et dans le second degré, l'analyse des situations se fait avec les infirmiers, les assistants sociaux, les psychologues scolaires et parfois d'autres partenaires qui ont été impliqués dans la situation, que ce soit au niveau administratif ou de la vie scolaire, conseiller d'éducation. La crise Covid, elle a remis en lumière ce rôle autour des situations de maltraitance, le nombre de situations d'enfants maltraités et en risque, tout comme les situations de souffrance psychique nous mobilisent énormément depuis le premier déconfinement en mai. Les différentes situations, moi je vais aller très très vite, elles sont légion. Il y a d'abord les situations qui sont déjà connues de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui sont déjà prises en charge. Ces enfants sont scolarisés, il faut qu'on puisse les accompagner. Certains ont des difficultés à rentrer dans les apprentissages, d'autres sont en souffrance psychique, même avec leur prise en charge pluridisciplinaire. Il faut veiller à ce que leur scolarité se déroule au mieux et à ce que la scolarité soit au moins une bulle de bien-être. On est très souvent sollicité par les acteurs des MDSI pour participer aux commissions techniques paritaires lors des évaluations de situation de jeunes. On va être interpellé sur les situations de danger analysées. Il va être question d'une réflexion commune autour de la personne qui a recueilli des propos d'un élève, qui a pu constater des coups, ou qui suspecte une situation de risque. Parfois, ça va être un syndrome de Munchausen par procuration, avec des enfants dont le dossier médical est énorme, rempli de documents de médecins divers et variés, dont aucun n'arrive à une conclusion patente. Parfois, ce sont des jeunes qui se confient lors d'une séance d'éducation pour la santé sur les droits de l'enfant. D'autres fois, ce sont des enfants qui vont se confier dans une rédaction. Parfois, l'anonymat d'une copie d'examen est levé, ça m'est déjà arrivé, que pour le brevet, un jeune se confie dans sa copie et que je sois amenée à le rencontrer alors que le collège était fermé. Donc, les établissements scolaires, en fait, depuis la loi de 2007 qui réformait la protection de l'enfance, qui a été abrogée par celle de 2016, alertent beaucoup plus facilement les services sociaux et la justice quand ils se trouvent face à des jeunes en danger. Et j'ai noté cette évolution, puisque ça fait un petit moment, je ne suis pas une toute jeune rosière, j'ai noté cette évolution depuis le début de mon arrivée en santé scolaire. Parfois, le médecin est appelé effectivement pour évaluer la gravité de la situation et il n'hésitera alors pas à hospitaliser l'enfant pour le protéger et se donner le temps d'évaluer la situation. Le repérage, bien entendu, ces fameux élèves à besoins éducatifs particuliers, on connaît l'importance de l'épigénétique, de la mémoire traumatique, l'impact sur la cognition de certains enfants qui n'entrent absolument pas dans les apprentissages, d'autres qui présentent des troubles du comportement très importants. Il est toujours fondamental que le médecin scolaire ait à l'esprit cette hypothèse de maltraitance. Et enfin, je terminerai par la prévention parce qu'elle est fondamentale. Les médecins scolaires ont un rôle auprès des parents. Ils rencontrent environ sur une année scolaire à peu près 1000 enfants. Le nombre de rencontres est énorme. Le nombre de repérages de situations devrait être beaucoup plus important encore qu'il est, mais on ne va pas se battre soi-même. Je pense que le travail avance. L'observation des relations entre parents et enfants, elle est importante. Pouvoir écouter des parents qui sont épuisés, qui sont dépassés, qui sont en proie au doute, qui ont besoin d'être écoutés, qui ont des inquiétudes vis-à-vis d'enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement et qui ne savent pas par quel bout accueillir les réactions. Les familles vulnérables sur le plan financier, sur le plan des logements insalubres, sur le plan de leurs propres troubles psychiques ou de leurs addictions, du handicap, de problématiques familiales.
tout ça, ça nécessite effectivement d'avoir un partenariat important, d'avoir un maillage et un réseau de partenaires très, très, très riche, très fourni, parce qu'on ne peut pas travailler seul et on ne peut pas non plus travailler uniquement en intra-éducation nationale. C'est pour ça que le travail partenarial est essentiel. Et enfin, les apprentissages, savoir repérer les enfants en difficulté d'apprentissage, parce que beaucoup de situations de maltraitance se situent autour de l'arrivée d'un bulletin, du temps des devoirs qui sont conflictuels, d'une punition qui est rapportée de l'école. Il importe de savoir vraiment apporter de l'aide à ce niveau. Et enfin, au niveau de l'établissement, il ne faut pas que l'établissement lui-même soit maltraitant. Donc, la prévention du harcèlement fait partie de cette prévention, de cette prise en charge de l'enfance en danger. La formation des personnels de l'éducation nationale, savoir se questionner autour de certains comportements d'enfants, de savoir aussi donner leur place à la famille au sein de l'établissement. Voilà, j'ai passé mon temps. Merci beaucoup, Madame Genet, de cette présentation et de l'effort que vous avez fait pour la réduire à 7 minutes, mais on reprendra la parole. Mais on a tout à fait bien compris dans votre intervention à quel point, effectivement, l'école est au cœur de ce repérage. Il y a également un autre acteur fondamental, enfin, vous l'êtes tous, hein, je ne vais pas, voilà, mais un acteur qui, disons, est aussi en première ligne, même si c'est peut-être, et on en reparlera, pas forcément dans la même, avec le même public, c'est la PMI, la protection maternelle et infantile, dont va nous parler maintenant Madame Marcotte, que je remercie encore plus que les autres, puisqu'elle a accepté de prendre la place de Madame Brunel au dernier moment, Madame Brunel ayant eu un problème de santé. Donc, merci infiniment, Madame. Oui, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Bon, alors, c'est vrai, j'ai pris connaissance de cette rencontre que vers 15 h, donc je suis désolée, je vais essayer d'être assez claire. Donc, je vais reprendre un petit peu le cadre légal de la PMI. Vous savez, elle a été créée en 1945 à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Elle fait partie de la direction de la promotion de la santé du département. Cette PMI, elle vise prioritairement à lutter contre la mortalité infantile en 1945, et dans ce but, des consultations de suivi de grossesse et de pédiatrie préventive se mettent en place, et des visites à domicile par des infirmières. La création de la PMI s'accompagne dès l'origine d'un ancrage territorial fort dans une logique d'accessibilité et de proximité. Ça, c'est important, je pense, dans la notion de protection. Dans les années 70, la PMI a diversifié ses champs d'intervention, la lutte contre la mortalité périnatale et la prématurité, la création de centres de planification et d'éducation familiale, l'implication des services de PMI dans l'agrément et le suivi des crèches et haltes-garderies, ainsi que dans l'agrément et le suivi des assistantes maternelles, participation de la PMI à la création de centres d'action médico-sociale précoce, des CAMS. La PMI se saisit aussi des avancées et de connaissances sur le développement de l'enfant et de la psychanalyse, maintenant aussi sur la théorie de l'attachement, une approche d'ordre psycho-éducatif et psycho-relationnel vient s'intégrer à l'approche traditionnelle médico-sanitaire et médico-sociale, avec une clinique et des pratiques attentives à la vie psychique des enfants dès le plus jeune âge et la relation parent-enfant. En 2004, une loi relative à la santé publique est venue renforcer et préciser le rôle de la PMI dans le champ de la périnatalité avec la mise en place d'un système national d'information basé sur les certificats de santé, les fameux CS8, CS de 9 mois et 24 mois. Ça parle à tous les médecins, ces fameux certificats que nous recueillons par département et qui alimentent nos statistiques. Donc ça, c'était un clin d'œil à tous les médecins. Pensez à vos certificats. Voilà. Et donc, cette loi établit par ailleurs la PMI en tant que service public de PMI. En 2007, donc mars 2007, donc c'est la loi de la protection de l'enfance, et la loi fait apparaître la PMI dans les actions sociales et familiales pour sa contribution à la protection de l'enfance, et notamment la participation au titre d'entretien prénatal précoce aux 4 mois de grossesse. Voilà.
Donc, je reprends mes notes. Donc, la spécificité de cette clinique PMI qui est créée, donc c'est réaliser des interventions individuelles et collectives, une approche clinique qui est développée par les personnels de PMI et qui ont été finement décrites dans un rapport de la DGCS en 2016. Donc, c'est une approche de la santé prise de manière globale et en lien dans le contexte de vie, une continuité des actions entre la périnatalité, la planification et la santé du nourrisson, puis de l'enfant. Les missions de soutien à la parentalité, notamment, vont s'exercer dès la grossesse et se poursuivre au cours des premières années de l'enfant. Des modalités de travail basées sur une approche pluridisciplinaire, liées à la composition pluridisciplinaire des équipes, donc des médecins PMI, des sages-femmes de PMI, des puéricultrices de PMI, des auxiliaires de puère dans certains départements, des psychologues de PMI qui ont des consultations notamment. L'établissement n'a en fait jamais fermé, midi et soir. Des clients qui s'autorisent même à fumer à l'intérieur. Le patron s'en frotte les mains. Pardon, voilà. Donc, je reprends. Donc, des modalités de travail basées sur une approche pluridisciplinaire, donc des équipes de PMI très variées, avec donc des médecins, des sages-femmes, des puéricultrices, en Gironde, des psychologues et aussi une psychomotricienne. On réalise des régulations d'équipes régulièrement 1 à 2 fois par mois, qui nous permet justement de pouvoir parler, discuter autour des situations complexes et essayer au mieux d'accompagner des familles et d'essayer de trouver des solutions avec elles. Voilà. Donc la PMI, ça a développé aussi un savoir-faire et des compétences dans l'accueil et l'accompagnement de personnes et des familles vulnérables qui se traduisent par un savoir s'y prendre, décliné de multiples manières, des actions collectives et des animations dans les salles d'attente pour établir la confiance et rejoindre les personnes les plus éloignées du système de soins. C'est un accueil non stigmatisant des personnes les plus vulnérables. C'est d'une proximité géographique pour faciliter l'accessibilité des populations cibles, l'implantation notamment dans des quartiers en difficulté ou dans des zones déshéritées, y compris dans le milieu rural, des modalités d'accueil souples et adaptées aux besoins et à l'habitude de certaines populations, des permanences sans rendez-vous de puéricultrices, des durées de consultation plus longues que chez des médecins de ville et à l'hôpital, des consultations itinérantes. Il y a des bus itinérants, PMI itinérants qui existent en France, pas pour le moment en Gironde, mais ça peut bien sûr être une bonne idée. Des appels téléphoniques aux familles aussi, pour leur rappeler les dates de consultation, c'est aller vers les familles. Mais aussi, il y a beaucoup aussi d'appels téléphoniques et avec la période de Covid, de confinement, il y a eu énormément bien sûr, de liens téléphoniques avec toutes ces familles. Ce sont aussi des modalités administratives et financières qui sont facilitées. C'est un accueil qui est inconditionnel, y compris pour les personnes qui n'ont pas de droit ouvert à l'aide médicale d'État ou à des protections universelles de maladie. La gratuité des consultations et des vaccins, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, les vigies médicamenteuses. C'est aussi la possibilité d'édition de brochures et d'affiches accessibles et le recours, si nécessaire, à des interprétariats pour des familles de migrants. Enfin, la PMI s'inscrit dans de multiples réseaux de proximité, des réseaux de périnatalité, des maternités, des CAMS, des centres médicaux, psychologiques et pédagogiques, des professionnels de santé libéraux, des orientations et des réadressages vers des travailleurs sociaux pour mettre en œuvre un accompagnement social global, accès au logement, accès aux droits sociaux, mise en place de travailleurs familiaux à domicile, orientation vers des haltes-garderies ou des lieux d'accueil enfants-parents pour aider les mères à envisager de confier leur enfant à des tiers, travailler la séparation, travailler le mode de garde, travailler l'insertion. Tout cela fonde une valeur ajoutée, spécifique et qualitative de la PMI. Voilà. Donc, je continue. Par rapport à la protection, en fait, tout ce maillage que la PMI crée au travers de ses missions et sa spécificité, notamment lors des entretiens prénatals précoces avec les sages-femmes, lors de la présence
des professionnels de la PMI à la maternité dans les staffs médico-psychosociaux, où on peut être interpellé pour un soutien technique ou bien nous faire part d'une situation familiale dans laquelle on pourrait les rencontrer pour les aider dans l'arrivée d'un nouvel enfant, une situation familiale complexe. Dans les liaisons que nous pouvons faire dans les maternités, où nous pouvons rencontrer, hors Covid bien sûr, les mamans dans leur chambre à l'hôpital. C'est aussi des visites précoces, hein, et c'est une approche très précoce de la PMI. Et puis, par les puéricultrices, des consultations des 0-6 ans avec des médecins de PMI, des puéricultrices, des consultations qui sont conjointes ou pas, avec un accueil en salle d'attente, des actions collectives, comme j'ai dit déjà, et puis les bilans dans les écoles des 3-4 ans. Toutes ces actions de prévention précoce sont déjà une contribution à la protection de l'enfance. Après, lors d'une information préoccupante, la CRIP, qui est donc la cellule de recueil des informations préoccupantes au niveau du département, et l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, sont les chefs de file de la protection de l'enfance. Et donc, la PMI peut être en liaison avec l'ASE pour, en effet, apporter un soutien technique ou bien participer aux informations préoccupantes suite à des cellules d'appui aux informations préoccupantes où on peut participer et où on peut en effet intervenir soit par une consultation médicale, soit par une consultation de puéricultrice ou une visite à domicile de puéricultrice au domicile des parents, où on fait une évaluation de la situation et des faits qui ont généré l'information préoccupante. De là, on a donc une situation qui est donc étudiée en commission technique de prévention. Et là, de là, on qualifie l'information préoccupante, soit elle est jugée en classe sans suite, soit on propose à la famille de la prévention, enfin, on propose des aides de prévention, soit une aide éducative, un accompagnement social, soit on fait donc un signalement au juge des enfants. Madame Marcon, merci beaucoup. Bon, merci tout à fait. J'espère que c'était clair parce que ce n'était pas évident de faire ça au pied levé. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Madame Lerouge et à Madame Marchal, un mot quand même pour rappeler des règles qui peut-être sont évidentes pour beaucoup, mais je pense que parfois il est important de rappeler les évidences, pour dire qu'en matière de protection, lorsqu'on est en matière de face à des maltraitances sur enfants, le médecin n'est plus tenu par le secret professionnel. Peut-être qu'on aurait dû le dire dès le départ, mais je le dis maintenant. Donc, information préoccupante, signalement ou révélation par tout autre moyen que ce soit sont possibles pour le médecin. Toutefois, ce n'est pas non plus une obligation. Donc, le médecin a une clause de conscience, en quelque sorte, pour savoir s'il doit ou pas dénoncer les faits. Mais je rappellerai également que le médecin est cependant tenu de porter secours et qu'il pourrait être poursuivi pour non-assistance à personne en danger s'il ne vient pas en aide à l'enfant. Et si le seul moyen de venir en aide à l'enfant, c'est de révéler les faits, eh bien alors cette possibilité du médecin devient une obligation. Un médecin peut donc tout à fait, ou tout personnel tenu au secret de santé tenu au secret, peut tout à fait faire une information préoccupante ou un signalement sans qu'on puisse lui reprocher d'avoir violé le secret professionnel. Une fois qu'on a posé ces règles, on sait que ce n'est pas toujours aussi facile et qu'il peut y avoir des hésitations parfois, notamment lorsqu'on travaille en libéral. C'est la raison pour laquelle il paraît très important de mettre en avant l'existence de ce réseau de médecins. Un médecin libéral peut s'adresser à un médecin de PMI ou à un médecin scolaire. Et ce sera la thématique de notre deuxième partie de conférence. Je vais maintenant laisser la parole à Marion Lerouge-Bayache, qui est médecin à l'hôpital et qui est même le médecin référent protection de l'enfance à l'hôpital des enfants de Bordeaux. Alors, bonjour à tous. Je me présente juste sans masque à un moment pour que vous puissiez me reconnaître après. Et puis, comme on est plusieurs, je vais le remettre pour parler.
Alors, du coup, je vais vous présenter le point de vue de l'hôpital, les situations qu'on peut rencontrer. Donc, l'hôpital peut avoir un rôle majeur dans le repérage des enfants en danger. 1% des enfants qui passent aux urgences pédiatriques seraient victimes de maltraitance. Donc, la porte d'entrée majeure de l'hôpital étant les urgences pédiatriques, c'est une opportunité pour les repérer lors de leur passage, mais aussi les repérer pendant d'hospitalisation, que ce soit donc, pour un motif qui soit non déguisé de suspicion de violence ou de conséquences de violence physique potentielles, ou que ce soit pour une hospitalisation pour un autre motif, tel que une bronchiolite ou d'autres motifs qui paraîtraient moins suspects. C'est aussi l'occasion de repérer en fait les enfants en danger parmi les enfants suivis pour des pathologies chroniques pour lesquelles survient des inquiétudes, et ça de façon régulière. L'hôpital, c'est aussi également un lieu finalement de recours des médecins libéraux, bien évidemment, lorsqu'il y a des questionnements, et ça peut représenter le premier lieu de protection immédiate lorsqu'il y a finalement une grande inquiétude pour un enfant, pour un médecin libéral, avec un appel du médecin libéral et un envoi de cet enfant aux urgences. Et c'est aussi le lieu de soins, des enfants maltraités, et plus particulièrement de leurs besoins spécifiques, particulièrement en santé mentale. Alors, le plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants en 2017-2019 a introduit dans l'axe 3 de la mesure 11 la mise en place dans tous les hôpitaux de médecins référents sur les violences faites aux enfants. Ces médecins ont pour objectif d'organiser des temps de sensibilisation et d'information dans leurs hôpitaux pour que chacun des membres de ces hôpitaux puisse repérer justement les enfants en danger, de mettre à disposition des autres professionnels des supports de communication, d'information, et donc en particulier chez nous de standardiser nos informations préoccupantes et nos signalements judiciaires pour qu'ils soient bien écrits et qu'ils puissent être parfaitement utiles. Il a un rôle également d'expertise et d'accompagnement des équipes dans les situations complexes, et puis d'orientation et d'assistance de d'autres professionnels de l'établissement lors de l'écriture de signalements judiciaires ou d'informations préoccupantes, mais il ne se substitue pas aux autres professionnels de l'hôpital pour écrire ces informations préoccupantes ou ces signalements judiciaires. Alors, aux urgences pédiatriques, la porte d'entrée, ça reste donc un lieu finalement de passage des enfants en danger, mais il y a malgré tout des difficultés de repérage qui sont liées finalement tout simplement au flux des urgences. Il y a un certain nombre d'enfants, même si ce flux a particulièrement diminué depuis la pandémie Covid, qui sont liés aussi aux motifs devenus qui ne sont pas du tout si clairs parfois, et donc qui peuvent être tout à fait autres que finalement la maltraitance. Et puis donc les moyens, le fait que finalement on ne voit l'enfant parfois qu'une seule fois, avec des équipes finalement qui tournent et qui ne connaissent pas personnellement l'enfant. Alors ce critère-là est à la fois une difficulté parce qu'on connaît mal la famille et l'enfant, et une force puisqu'il y a moins d'attachement à cet enfant et à la famille, et plus facile d'aborder des sujets parfois difficiles avec des gens qu'on connaît peu. Il y a au sein de l'hôpital d'une action sociale qui est avec une permanence qui est mise en place donc le week-end également, pendant la journée, qui est une aide importante pour le repérage. Et puis, on rediscute de l'ensemble des enfants passés la nuit pour essayer de repérer parmi les enfants passés dans la nuit où finalement il y a moins de professionnels, ceux qui auraient pu susciter des inquiétudes. Bien souvent, il va falloir hospitaliser l'enfant lorsque les inquiétudes sont importantes pour permettre un temps d'évaluation, et ils sont hospitalisés dans un service plutôt dédié chez nous, le service post-urgence, avec une équipe multidisciplinaire qui est particulièrement habituée à ce type finalement d'évaluation. Alors, ce temps permet de diminuer un peu la subjectivité finalement, et les choix qui pourraient être des choix basés sur les émotions premières, parce qu'évidemment, on ne peut pas cacher que voir un enfant présentant de multiples lésions peut provoquer chez le professionnel de santé des émotions fortement négatives ou affectives importantes.
Et donc, permettre de se laisser le temps, ça permet justement de mieux faire ses choix. Ça permet aussi d'avoir le maximum d'informations médicales, psychologue, parce que le psychologue intervient également dans l'évaluation, et puis par l'assistante sociale, pour décider finalement si on réalise une information préoccupante ou un signalement judiciaire. On essaye cependant de ne pas que ce temps d'évaluation ne joue pas contre nous, en prenant des photos notamment, pour permettre finalement parfois au médecin légiste qui interviendra plus tard de ne pas avoir eu de perte d'information liée à ce temps nécessaire dans le choix. En ce qui concerne les enfants suivis pour des pathologies chroniques, pour lesquelles survient des inquiétudes, la force de l'hôpital et finalement l'importance de ces équipes, le fait qu'il y ait plusieurs finalement médecins disponibles, qu'il y ait aussi des assistantes sociales, psychologues, et que ça permette évidemment des évaluations encore une fois multidisciplinaires et un avis auprès de confrères pour savoir finalement, pour discuter des situations et savoir finalement quoi faire. Donc là, le rôle du médecin référent peut intervenir parce qu'il peut être sollicité justement par des médecins de surspécialité, donc hématologie, de néphro, pédiatrie, sur des patients qui les suivent de façon chronique pour des inquiétudes finalement de maltraitance, souvent plutôt de négligence ou de violence psychologique plutôt que de violence physique. En ce qui concerne le rôle de l'hôpital comme, on va dire, lieu finalement de recours pour la médecine libérale, donc bien évidemment, comme je l'ai dit précédemment, l'hôpital peut être un lieu finalement d'appel, notamment d'appel aux urgences pédiatriques des médecins libéraux pour avoir des avis et orienter des enfants qui jugent donc en danger immédiatement sur l'hôpital pour les protéger. Et dans ces cas-là, on les hospitalise et on évalue la situation comme dite. Mais parfois, la situation n'est pas si claire et l'indication finalement d'un recours immédiat aux urgences pédiatriques avec une hospitalisation n'est pas si claire pour le professionnel. Et dans ces cas-là, on peut proposer des évaluations médico-psychosociales, c'est-à-dire un temps d'évaluation. Cette fois-ci, donc l'hôpital participe en partenariat avec le COVA, ma collègue qui va parler juste après, pour finalement voir l'enfant, ses parents, avec une évaluation par un médical, par un psychologue qui verra l'enfant tout seul, et par un assistant social qui verra les parents, et aider à la prise de décision sur ce qui est le plus adapté pour aider ces familles. Et puis pour finir, l'hôpital, c'est bien évidemment un lieu de soins, et de soins dès le repérage, et notamment la prise en charge du psychotrauma, et puis de soins tout au cours de l'évolution de ces enfants maltraités, où là, parfois, on se trouve en difficulté avec des enfants qui présentent finalement des tableaux explosifs, avec des crises classiques, par exemple, où on a parfois du mal à trouver le meilleur endroit au sein même de l'hôpital pour pouvoir les prendre en charge et les soigner. Et on en parlera probablement plus tard. Voilà, je laisse la parole à notre collègue. Merci beaucoup Marion. Sans attendre, et comme Marion a fait une transition parfaite, je donne la parole à Myriam Marchal qui est au COVA et donc qui va déjà vous expliquer ce que c'est que le COVA pour ceux qui ne le savent pas et expliquer quel est le rôle du médecin du COVA, en l'occurrence Myriam est pédiatre au sein du COVA. Alors, bonjour à tous. Juste, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Je suis très honorée de participer à cette conférence. Donc, effectivement, moi, je suis le docteur Marichal. Je suis médecin légiste pédiatre à l'UMJ COVA. Donc, l'UMJ, c'est une unité médico-judiciaire, donc un service dédié à la médecine légale au sein des hôpitaux. Et le COVA, c'est le centre d'accueil en urgence des victimes d'agression. Donc, c'est une structure qui est au sein du CHU de Bordeaux, qui est un lieu de consultation spécialisé des victimes, qui a pour objectifs principaux une simplification du parcours médico-judiciaire et proposer dans une même unité de temps et de lieu une prise en charge pluridisciplinaire. C'est un lieu où on accueille environ 6000 victimes par an, dont un tiers à peu près sont des mineurs
et parmi ces mineurs, environ la moitié de violences sexuelles. Donc, on est une équipe composée d'infirmières, dont une puéricultrice, 2 médecins légistes, donc des médecins spécialisés dans les violences et leurs constats, mais aussi des psychologues qui sont spécialisés dans les psychotraumatismes et des assistants socio-éducatifs, ainsi que des partenaires extérieurs, donc principalement des juristes qui interviennent au sein de notre service. Donc, le but de l'examen au COVA, donc bien souvent, c'est en aval du repérage, puisqu'on travaille, le cœur de notre activité, c'est une activité sur réquisition judiciaire, c'est-à-dire à la demande d'un officier de police judiciaire, que ce soit un gendarme ou un policier, et sous la responsabilité d'un magistrat qui va avoir recueilli soit un signalement judiciaire ou un dépôt de plainte, par exemple, donc des enfants qui sont déjà repérés comme étant en danger ou susceptibles de l'être. Un examen va être demandé par le COVA, donc par cette équipe spécialisée, pour renseigner l'autorité judiciaire sur la santé physique et mentale de cet enfant et également sur la nature et l'importance du préjudice qui peut être subi suite à un traumatisme. Donc, c'est ça le rôle principal. Et après, en termes de repérage des enfants en danger, on a 2 interventions particulières qui sont, du coup, Marion Bella, je vous en ai parlé juste avant, les évaluations médico-psychosociales, donc qui sont une intervention qu'on fait en collaboration très étroite avec la pédiatrie, à la demande de professionnels pour évaluer ces situations et savoir ce qu'on peut proposer. Est-ce que l'enfant est bien victime ou en danger et est-ce qu'on peut proposer derrière un signalement, une information préoccupante ou simplement des conseils et un retour à domicile. Et la deuxième chose, c'est qu'on a énormément de consultations de violences conjugales, donc des femmes ou des hommes victimes de violences, et c'est l'occasion bien sûr de repérer les enfants qui sont exposés à ces violences, puisqu'on sait que ça a un impact majeur sur leur développement, et donc on demande de manière systématique s'il y a des enfants, et quand c'est le cas, on procède à une évaluation systématique, notamment conjointement avec nos assistants socio-éducatifs, parce que c'est l'occasion de protéger ces enfants, bien sûr, qui sont au cœur des violences. Donc voilà un petit peu le rôle du COVA dans ce repérage, et puis une prise en charge, on va dire, globale, donc qui s'intègre dans le prendre soin des enfants en danger ou maltraités. Merci beaucoup. Merci à tous de cette présentation. Merci pour l'effort que vous avez effectué pour être synthétique. Je pense qu'on a désormais repéré les différents acteurs de ce réseau de médecins autour de l'enfant. Donc, la question suivante, c'est finalement comment est-ce que concrètement les interactions se font entre les médecins autour d'un enfant lorsqu'un enfant lorsqu'on suspecte qu'un enfant est victime de violences, alors à travers, effectivement, on l'a vu, la question des violences conjugales, quelle que soit la porte d'entrée, hôpital, voilà. Comment, à votre avis, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu chacun de votre point de vue, avec quel autre médecin, finalement, vous avez des contacts et sous quelle forme? Peut-être qu'on va commencer, si elle en est d'accord, par Madame Jeunet, qui, en partant finalement de l'école, qui est une situation qui est extrêmement fréquente, des maltraitances qui sont révélées à l'école. Comme vous le disiez, effectivement, les enfants qui sont en danger ne sont pas forcément les enfants pour lesquels il y a un focus particulier du fait d'un traitement ou autre. Et donc, voilà, comment concrètement ça se passe, Madame Jeunet? Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques mots? Concrètement, je pourrais vous présenter 1500 situations différentes parce que ça ne se passe jamais de la même façon. Donc, je pourrais vous dire que les enfants se confient plus. Je trouve que les enfants parlent plus qu'avant. D'abord parce que je pense qu'il y a toute une politique de prévention, d'information, que les enfants entendent parler des droits de l'enfant, entendent parler de la bientraitance. Je pense qu'il y a une évolution sur ce fait qui fait qu'ils vont plus facilement se confier à leur maîtresse, à une dame de cantine, à un assistant d'éducation au collège. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, face à une révélation,
la question, ça va être premièrement de ne pas nuire et de faire en sorte de protéger cet enfant. Donc, c'est là que finalement, le travail d'équipe va avoir lieu et qu'il va falloir pouvoir mettre en commun les différents éléments qu'on a. Donc, dans une situation où finalement, il n'y a rien, je dirais, de tangible, de visible, on peut se donner le temps et c'est là qu'on va travailler en équipe au sein de l'éducation nationale et puis avec les partenaires extérieurs. Par contre, sur une situation qui nous semble éminemment de danger, où l'enfant semble vraiment en risque important, c'est là que je peux contacter Marion, par exemple, à l'hôpital et faire en sorte que l'enfant puisse être reçu en hospitalisation. En particulier, j'ai fait hospitaliser plusieurs enfants. Alors, c'était avant l'existence du service, mais c'était un peu dans le même but, faire protéger un enfant pour pas qu'il retourne chez lui le soir et qu'on puisse évaluer ses lésions parce que il y avait une lésion de l'œil qui était assez importante. Ça a permis de prendre le temps de l'évaluation et de pouvoir faire le signalement judiciaire dans le même temps. Donc, le partenaire, ça peut être l'hôpital. Le COVA, comme vous l'avez dit, c'est la gendarmerie ou la police. Donc, si on fait un signalement judiciaire, il y aura des échanges avec le COVA parce que le COVA va contacter le médecin scolaire qui a rencontré l'enfant ou l'établissement pour savoir ce qui a été dit, ce qui s'est… Il y a beaucoup de liens qui se font dans tous les sens. Il y a des liens avec la CRIP. Moi, je demande régulièrement conseil à la CRIP sur certaines situations. Si les assistantes sociales de la MDSI du lieu d'habitation ne connaît pas la famille ou n'est pas disponible, je peux être en lien avec la BPDJ. Parfois, sur certaines situations, je vais interroger la psychologue de la BPDJ, en particulier autour des suspicions de sévices sexuels, sur lesquelles c'est des situations très complexes voilà, je dirais que l'essentiel des situations se travaille pas seul. C'est quelque chose qu'on apprend très vite quand on est médecin de l'éducation nationale et je crois que c'est un plus par rapport peut-être au départ par rapport à un médecin libéral. Et je crois que très vite, quand on est médecin libéral, il faut avoir ce carnet, ce maillage de partenaires pour pouvoir aboutir à des échanges. Voilà, je ne sais pas si je suis pas très exhaustive dans mon histoire. Oui, alors du coup, je me tourne vers Monsieur Dugravier. Est-ce que, voilà, quand vous avez une suspicion de maltraitance sur un enfant qui fait partie de vos patients, quel médecin, est-ce que vous avez le réflexe d'appeler, quel médecin vous allez appeler, médecin scolaire, médecin de PMI? Alors en général, peut-être que les patients que vous avez ne voient pas de médecin de PMI, puisque vous le disiez, ce n'est pas forcément le même public. En revanche, est-ce que vous avez le réflexe d'appeler le médecin scolaire qui peut vous fournir d'autres informations? Chaque fois qu'on a une suspicion de maltraitance, en fait, ce sont sur des faits avérés de violence ou bien d'accusations, vous m'entendez? Ou bien d'accusations portées par la famille. Si vous voulez, moi, je me suis trouvé dans des situations de devoir faire des signalements à peu près 6 ou 7 fois dans ma carrière de pédiatre sur une quarantaine d'années, et ça a toujours été, sauf une fois, pour des situations d'agression sexuelle intrafamiliale. Donc, soit dans le cadre de désordres familiaux, de conflits avec une accusation dont il fallait faire la part pour savoir si ça valait la peine de faire un signalement ou s'il y avait à intervenir dans un conflit avec des parties prenantes des deux côtés. Et puis, autre situation, c'est quand une femme venait, je n'ai jamais eu d'accusation portée par des hommes, dire qu'un oncle, un grand-père, un frère ou un père, son mari ou son conjoint, avait agressé l'enfant sexuellement. Dans ce cas-là, soit les choses pour moi sont certaines et 3 fois j'ai fait directement un signalement au procureur de la République en prévenant la famille, jamais par surprise, jamais de façon anonyme, soit s'il y a un doute, on essaie d'en référer à l'hôpital par le biais du service des urgences, ou bien s'il y a, suivant les procédures, la possibilité d'intervenir par le biais du COVA, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois également. Mais sinon, pour nous, c'est quand même, dans le cas d'un doute, l'hôpital et le service des urgences qui reste la référence utilisable de façon assez souple. Comment est-ce qu'on peut soupçonner? Eh bien, il y a plusieurs événements il y a certaines formes de tristesse, certaines formes de répétition des diagnostics, de consultations demandées. Si vous voulez, il y a des fois où la répétition des demandes cliniques sur des maladies précises, organiques,
répond vraiment à une demande d'aide de la part des parents et il arrive qu'on puisse à ce moment-là évoquer d'autres situations, rentrer dans le domaine social et psychosocial qui nous permet d'aborder par ce biais ce qui sera peut-être la révélation d'une maltraitance, mais qui est très difficile, je crois, très difficile à mettre en évidence dans le sein d'un cabinet médical. Voilà mon impression. D'où l'importance pour nous, certainement, d'avoir un maillage en tissu qui nous permet d'avoir des référents. Et pour ça, il faut qu'on ait des choses extrêmement claires et extrêmement simples. Qui joindre, comment le joindre, et que ça soit possible à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, si je puis me permettre, parce que la maltraitance, elle ne vient pas toujours au moment où on l'attend, au moment où les services sont ouverts. Ça, c'est un aspect des choses. L'autre aspect qui me paraît très important de développer pour nous, médecins de ville, c'est l'aspect de la prévention, parce que c'est dans le tout petit âge que les choses se jouent, et notre action de médecin, notre action de pédiatre, en période néonatale, en période périnatale, y compris avant, permet peut-être de mettre en place des choses qui vont éviter d'en venir à des situations de maltraitance par la prise en charge psychologique qu'on va pouvoir proposer aux parents. Alors, parce que pour moi, l'idée de soigner la maltraitance, c'est tout autant soigner les enfants quand ils sont maltraités que soigner les parents quand ils vont le devenir. Et cette idée préventive doit, à mon avis, prévaloir dans les consultations pédiatriques. Et il faudrait qu'à ce titre-là, les pédiatres puissent s'investir pendant la grossesse, que les consultations soient remaniées de façon à ce que les équipes puissent proposer une visite au domicile, proposer une consultation avec le conjoint s'il existe, de façon à pouvoir situer un peu l'atmosphère sociale, se faire une idée d'un risque, et notamment du risque psychologique. Je reviens sur l'importance de la dépression. Je ne parle pas du baby blues, qui est tout à fait autre chose, mais de la dépression postnatale et de ses effets extrêmement délétères. J'ai vu plusieurs infanticides sur des non pas des dépressions, mais sur des désordres psychologiques majeurs chez des mères ou des pères. J'ai eu 3 infanticides comme ça. Et je pense qu'on peut intervenir, développer des réseaux de propositions de soins, d'attention, d'entourage, de maillage affectif, de surveillance psychologique. C'est-à-dire, à ce moment-là, la question ne sera plus celle du repérage, elle sera celle d'éviter les situations qui vont engendrer ces situations de grande gravité. Et alors, j'insisterai sur une chose, c'est la disponibilité des pédiatres, la nécessité d'une disponibilité, c'est-à-dire que si on pense qu'il y a une famille en difficulté, il ne faut pas hésiter à lui dire de revenir souvent. Moi, j'ai très souvent dit à des gens, on se voyait un lundi, je leur écoutais, revenez jeudi, revenez mercredi. On se revoyait, on commençait à créer un lien et on commençait à mettre en place quelque chose qui parfois nous permettait d'orienter l'enfant, sa famille vers un secteur social, vers un secteur psychosocial, vers un thérapeute quand on en trouve disponible, parce que c'est extrêmement difficile. Vous voyez à peu près comment je vois les choses. Je les vois plutôt en amont de la maltraitance pour essayer de ne pas avoir à la rencontrer. Après, si on la rencontre, pour nous, les chemins sont assez simples. D'accord. Merci beaucoup. Madame Marcotte, vous avez demandé la parole et de toute façon, on parle de prévention et donc, évidemment, j'allais vous la donner de toute façon. Excusez-moi, il y a une coupure, je n'ai pas entendu. Allez-y, je vous donnais juste la parole. Allez-y. Ah, très, très bien. Non, je voulais juste réagir à ce que disait monsieur Dugravier, c'est concernant justement cette période anténatale et même les liens que vous pouvez avoir en tant que pédiatre ou même médecin de ville qui accompagne ces jeunes bébés. La PMI, vous savez, elle est universelle, hein, elle accueille toutes les familles et donc je pense que le lien entre un pédiatre et une puéricultrice ou une sage-femme peut très bien se faire. Une puéricultrice peut très bien, en accord bien sûr avec la famille, se mettre en lien avec le pédiatre et accompagner justement, ça déjà, ça augmente le maillage et deux, ça accompagne encore plus les familles et ce soutien justement à la périnatalité et que les pédiatres en ville n'hésitent pas à s'appuyer sur ces équipes où il y a vraiment un maillage territorial et qui peuvent justement faire de l'accompagnement en prévention avec bien sûr, en dehors du Covid, bien sûr, des accueils en salle d'attente, des actions collectives, des soutiens avec des psychologues de prévention qui soutiennent justement le lien mère-enfant. Et les puéricultrices qui vont à domicile, qui font les repérages, voilà, à l'arrivée juste à domicile, des bébés secoués, des problèmes, tous les petits
problèmes de la vie courante qui peuvent engendrer des angoisses, des difficultés. Voilà. Enfin, en tout cas, je trouve que ce maillage est très important. Je peux répondre, Adeline, à ça? Oui, allez-y. Oui, oui. Il va de soi que, enfin, peut-être je ne l'ai pas indiqué, on ne néglige pas du tout le rôle de la PMI et des différents acteurs de soins. Et très souvent en pédiatrie, et médecins libéraux généralistes également, on a fait appel au service de PMI directement dans les maternités ou après. Je faisais simplement référence aux situations de danger dans lesquelles on se trouve et comment répondre. Mais je dois vous dire que très souvent, je me suis appuyé toujours dans cette idée préventive, soit sur les services de PMI, soit, il ne faut pas négliger leur rôle, sur les puéricultrices qui sont en ville et sur les sages-femmes. Très souvent, les sages-femmes nous permettent, par le contact qu'elles ont avec les femmes qui ont accouché et par la promiscuité qui s'établit, d'avoir une parole préventive et une parole qu'on peut échanger pour savoir comment agir. Mais bien entendu, votre rôle est essentiel. Simplement, ce n'est pas toujours possible d'envoyer les gens en PMI. Quand c'est possible, on le fait. Voilà. Oui, Madame Jeunet. Oui, je voudrais rajouter parmi les partenaires justement les médecins traitants et les pédiatres, parce qu'un médecin scolaire échange quand il y a une situation de doute avec le praticien qui suit l'enfant, qui connaît la famille. Et souvent, c'est un échange qui est très fructueux et qui nous apporte beaucoup d'informations. Et en ce qui concerne la PMI, il est fréquent aussi qu'on ait à demander l'intervention d'une TISF si on rencontre lors d'un bilan d'un enfant de 6 ans une maman complètement épuisée par l'arrivée du petit dernier, avec celui du milieu qui met le cabinet médical en souffrance. Finalement, c'est peut-être le moment de faire du lien avec la PMI et avec les aides possibles ou demander le passage d'une puéricultrice à domicile. Bref, je crois qu'il y a beaucoup d'occasions de consultation où on peut signaler que la MDSI peut proposer des aides, que la PMI peut proposer des aides et qu'il ne faut pas hésiter à ce niveau-là. Voilà, je donne la parole à Madame Marcotte. Merci. Juste, attendez, Madame Marcotte, je vais vous passer la parole, mais on me fait signe, Monsieur Bloch, pour ne pas le nommer, me fait signe qu'il faut peut-être qu'on explique un certain nombre de sigles, et notamment TISF. Alors, je vais vous laisser faire, Madame Marcotte, parce que je ne suis pas sûre de donner les bons mots. Allez-y. Oui, tout à fait. En effet, hein, c'est justement ces repérages par les médecins traitants, les sages-femmes libérales ou l'école de mamans vraiment en difficulté, grande fatigue, et qui ça va être l'occasion justement de faire du lien avec la PMI, et notamment la proposition d'une travailleuse familiale, c'est la TISF, hein, c'est une travailleuse d'intervention sociale et familiale qui vient à domicile qui fait 4 heures par semaine ou 2 fois 4 heures, ça dépend les besoins, et qui vient soutenir la maman ou la famille à domicile en faisant une part du ménage et un soutien aussi au repérage des besoins de l'enfant, mais assez, voilà, qui va soutenir le lien mère-enfant, qui va soutenir la maman vers des sorties, vers un accompagnement vers un lieu d'accueil par enfant, qui va la soutenir vers même la gestion un petit peu du budget, et qui va accompagner cette maman. Alors, il y a différentes prises en charge de TISF. Il y a vraiment la TISF au titre de la PMI, qui est vraiment une prise en charge en prévention précoce. Donc, elle peut se faire avant la naissance en anténatal quand il y a une menace d'accouchement prématuré ou de grossesse multiple. Donc, ça, c'est très important. Elles peuvent être mises en place avant l'accouchement. Elles préparent l'arrivée du bébé, elles aident à la préparation du bébé, l'arrivée du bébé. Et puis après, il y a l'accouchement. Et donc là, elle a toute sa place. Et puis, il y a aussi une travailleuse familiale au titre de la prévention et au titre de l'ASE. Voilà, donc il y a différents domaines d'intervention de travailleuse familiale. En tout cas, au titre de la PMI, en prévention précoce, c'est vraiment des personnes qui font vraiment partie du maillage autour de la famille et qui sont vraiment en soutien de prévention. Voilà. Merci. Alors, vous voyez que, et ce n'est pas pour autant qu'on s'écarte du sujet, mais vous voyez que la réaction, enfin les propos des différents médecins autour de l'enfant, c'est aussi de faire des liens entre la médecine
et les autres partenaires, et notamment tout ce qui relève du travail social. Mais peut-être qu'on peut prendre encore quelques minutes avant de répondre aux questions pour rappeler que quand on est dans la maltraitance, c'est-à-dire face à un enfant qui est en danger, il est particulièrement important pour le médecin de faire des liens avec les autres acteurs et donc les autres médecins. Peut-être, Marion, vous voudriez nous dire quelques mots sur les éléments que les médecins qui sont en contact avec l'enfant en danger peuvent mettre en avant pour faire rapidement avancer la situation et pour qu'il y ait une intervention rapide, une évaluation rapide. Alors, les interactions que nous, on a, du coup, et notamment, du coup, le recours que peut avoir un médecin libéral rapide, comme on l'a précédemment dit, ça peut être l'hôpital, s'il y a un besoin de protection immédiate ou un besoin d'évaluation immédiat. Donc, c'est assez fréquent qu'on ait finalement des appels de médecins généralistes, de pédiatres, même de psychiatres, là récemment, pour finalement des avis et des envois d'enfants en danger dans des situations finalement qui nécessitent une protection souvent immédiate. On a les interactions également dans le sens inverse, c'est-à-dire lors de la sortie d'hospitalisation des enfants qu'on a pris en charge pour ces raisons-là, pour la poursuite du soin et l'information des médecins, du médecin traitant ou du pédiatre qui suit l'enfant, ou du soin pour de la psychiatrie pour les enfants qui le nécessitent, qui ont été identifiés. Il y a aussi de nombreuses des interactions, on va dire, moins urgentes, parfois qu'on organise, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, pour des évaluations. Donc, quand finalement, ce sont des questionnements qu'un médecin libéral, mais en fait, ce n'est pas destiné qu'aux médecins, c'est aussi destiné parfois aux parents eux-mêmes qui se questionnent. Où on peut du coup proposer en partenariat, c'est-à-dire pédiatrie et COVA, un temps d'évaluation, comme on disait. Donc là, c'est typiquement les situations où une maman allègue des attouchements de la part du conjoint sur l'enfant, sans qu'il y ait de contact tout de suite avec le conjoint, par exemple, pour l'enfant, ou d'éléments probants. Et ça peut être du coup une aide à la décision avec un temps qu'on prend souvent d'une demi-journée pour ces situations avec une équipe multidisciplinaire, assistante sociale, médicale et psychologue. Et puis, on a aussi à l'hôpital des réunions multidisciplinaires entre finalement le COVA, la pédiatrie, la psychiatrie quand elle peut se libérer, le conseil départemental, le parquet, où on peut aborder le cas d'enfants. Alors jusque-là, on a beaucoup abordé des enfants que nous, on connaissait, c'est-à-dire qui étaient hospitalisés ou passés aux urgences pédiatriques ou au COVA. Mais récemment, ça s'est ouvert, juste le dernier mercredi, la dernière réunion, sur un cas d'enfant que nous n'avions pas vu, mais face à des appels de demande d'aide d'une psychiatre, qui avait réalisé 8 signalements judiciaires sans modification de la situation, avec un enfant présentant de grandes inquiétudes, pour lequel elle a pu présenter finalement ses difficultés au cours de cette réunion multidisciplinaire pour pouvoir aider à débloquer justement probablement des problèmes de communication entre les différents partenaires de la protection de l'enfance qui empêchaient finalement l'évolution de cette situation. Donc, ça peut être effectivement ces réunions qui sont mensuelles, une fois par mois, ont pour cet objectif de finalement mettre de l'huile dans les rouages avec les différents partenaires de la protection de l'enfance et faciliter la communication entre chacun. Elle est cependant qu'une fois par mois. Donc, évidemment, elle ne peut pas faire, finalement, on ne peut pas faire appel à elle en cas d'urgence, on va dire, immédiate de protection. Et là, dans ces cas-là, c'est bien souvent les urgences pédiatriques qui vont faire le rôle et qui sont là pour, comme principal interlocuteur. Voilà. Merci. Peut-être faut-il rappeler aussi que, comme l'affaire que Marion vient d'évoquer
permet de le dire, que ce n'est pas parce qu'on aurait plusieurs informations préoccupantes ou plusieurs signalements que c'est un problème. Bien au contraire, je pense qu'il est révolu ce temps où chacun se disait « c'est pas à moi de faire l'information préoccupante, c'est à l'école ou au pédiatre, etc. » Et je pense que la notion même de cellule de recueil des informations préoccupantes est fondée sur l'idée de croisement des informations. Et c'est particulièrement important pour ce qui est des différents médecins de l'enfant. Il n'est pas du tout problématique qu'il y ait un signalement ou une information préoccupante de l'école et en même temps du pédiatre. Et comme vous l'a expliqué Madame Marcotte, la PMI va être appelée à se prononcer ou éventuellement à faire une évaluation. Donc, je crois que c'est vraiment important de dire que toutes ces compétences se conjuguent, s'articulent, mais aussi se cumulent. Et je crois que c'est très important de continuer à aller vers cette direction. On l'a dit, ne pas rester seul est le b.a.-ba de la protection de l'enfance. On est parfois face à des situations où il s'agit d'agir dans les plus brefs délais. Je pense particulièrement aux enfants très petits, aux bébés, où il peut s'agir de questions de vie ou de mort. Et donc, il est très important de rappeler à tous que les interventions multiples ne sont pas inutiles, bien au contraire, puisque si vous avez plusieurs informations préoccupantes, évidemment, elles pèseront d'un poids plus important que s'il n'y en a qu'une seule. On va peut-être maintenant répondre à quelques questions, à moins que vous... Voilà. Madame Le Rouge, j'ai juste une chose à rajouter que j'ai oublié, mais qui est majeure, c'est qu'à l'hôpital, aux urgences pédiatriques, on fait aussi parfois de la prévention avec les fameux liens PMI qu'on fait, c'est-à-dire finalement c'est souvent des tout petits, des nouveau-nés ou qu'on voit de multiples fois se présenter aux urgences pédiatriques, enfin, que les parents amènent de plusieurs fois pour des problèmes de puériculture ou des problèmes ressentis comme urgents par les parents, notamment les pleurs par exemple. Où finalement c'est le soir, la nuit que ça pose problème, donc c'est là où on les voit nous. Et c'est à ce moment-là que c'est particulièrement intéressant pour nous de faire un lien avec la PMI, pour les orienter sur la PMI, pour pouvoir bien les accompagner, parce que même si nous on les voit régulièrement, ben, on ne parvient pas évidemment à les accompagner correctement là, et ce lien est majeur et utile, je pense, pour ces familles au tout début de la vie de l'enfant. Lynn, je peux dire une chose? Oui, alors attendez, juste d'abord, on me demande de préciser la différence entre information préoccupante et signalement. L'information préoccupante est la révélation à l'autorité administrative, c'est-à-dire au conseil départemental et plus précisément à la CRIP, tandis que le signalement, c'est forcément une révélation judiciaire qui est faite au parquet. Je vais vous donner la parole, Franck, mais avant, vous ne l'avez pas vu, Madame Marchal m'a demandé d'intervenir, donc je la laisse intervenir. Oui, excusez-moi, je voulais juste ajouter, mais c'est pour rebondir un peu tout à fait sur ce qui a été dit. C'est que je pense que plus la situation est complexe, ça va être le cas notamment de négligence et des violences psychologiques dont un enfant ne va pas forcément avoir conscience, et ça va être très difficile pour lui de l'exprimer puisque ça peut être son référentiel par exemple, ou puisqu'il est trop petit. Et en tout cas, plus cette situation est complexe et plus le partenariat et la collaboration étroite entre nous, les différents intervenants qui gravitent autour de l'enfant va être important. Et je pense que c'est comme ça qu'on va non seulement pouvoir faire améliorer la prévention, mais aussi améliorer le repérage et ne pas manquer ces situations qui sont difficiles à voir pour une seule personne, mais peut-être que tous ensemble, ça peut permettre de ne pas passer à côté. Je rappellerai, je vais vous donner la parole, je voudrais vous rappeler que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire dite Marina, dans une affaire où tous les acteurs de la protection de l'enfance sont intervenus, mais chacun en voyant la situation de son point de vue et non pas de manière globale. Cet enfant est décédé à 8 ans sous les coups de ses parents parce qu'effectivement, on n'avait pas croisé les données. Je crois que c'est particulièrement important pour tous les acteurs, mais aussi et peut-être surtout pour les acteurs qui interviennent dans le cadre de la santé, parce qu'évidemment, ils sont plus proches du corps de l'enfant et donc des éléments susceptibles d'alerter. Donc, je vous laisse la parole. Je voudrais dire que l'instauration de ce système d'information préoccupante nous a énormément facilité les choses, et qu'auparavant, il y avait une espèce de violence immédiate de la révélation judiciaire qui est tempérée maintenant par cette possibilité de déclencher une enquête beaucoup plus souple. Ça, c'est quand même extrêmement important.
Deuxième chose, c'est un autre registre, mais je voudrais le préciser dans le cadre de la prévention. Plusieurs universités américaines sont en train de mettre en place un système où l'examen pédiatrique néonatal comportera une part on va dire d'interrogatoire, pardonnez-moi le mot, mais disons d'enquête si vous voulez, enfin une part d'examen basée sur un certain nombre d'items propres à dépister les troubles psychiques chez les mères. Et ça, ce sont les pédiatres les pédiatres néonatologistes ou voyant les enfants au début qui seront chargés de cette rédaction. C'est quand même extrêmement important. Merci, Madame Marcotte. Oui, je voulais juste préciser que l'information préoccupante, c'est une mesure administrative, mais c'est aussi la dernière possibilité de faire une aide aussi en prévention. Moi, on en voit quand même beaucoup en PMI, et c'est ce que je dis aux parents. Enfin, je dirais, c'est toujours la possibilité encore de travailler en prévention, même si c'est voilà, le dernier rempart avant de faire un signalement quand la situation est vraiment catastrophique. Mais en tout cas, ça reste encore de la prévention. Voilà, extrême, mais c'est la prévention. Oui, parce qu'il y a à peu près entre 4000 informations préoccupantes par an dans le département, et dans un certain nombre, à peu près un tiers de ces informations préoccupantes, donne lieu à une mesure administrative qui va permettre à l'aide sociale à l'enfance d'apporter son aide aux parents, aide qui est acceptée par les parents. Donc, je pense qu'il faut rappeler que toutes les informations préoccupantes ne donneront pas forcément lieu à une intervention forcée, mais un nombre important d'entre elles vont permettre d'apporter une aide. Madame Genet. Oui, je voudrais préciser que le terme préoccupant est un choix, un bon choix, et qu'il nous aide à communiquer avec les familles, puisque vous savez qu'en cas de sévices sexuels, nous, on ne prévient pas les familles, on n'a pas d'échange, on fait un signalement judiciaire direct. Par contre, en cas d'information préoccupante, on doit avoir un entretien avec les familles pour leur expliquer le pourquoi cette information préoccupante, et le fait de dire la situation de votre enfant, de votre famille nous préoccupe, voilà pourquoi nous faisons cette démarche, est beaucoup mieux accueillie qu'avant, effectivement, quand d'emblée on brandissait tout de suite le sceau de la répression, enfin en tout cas de la punition. Voilà, c'était une remarque sur le terme information préoccupante. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être répondre à quelques questions. Alors, juste le numéro du CHU dont parle le docteur Bayash, qui m'est demandé sur le chat, c'est le numéro des urgences, en fait. Il faut appeler les urgences pédiatriques de l'hôpital. Appeler les urgences pédiatriques de l'hôpital, ou alors demander aux urgences, au standard, parfois le médecin référent, parce que ça m'arrive avec les médecins libéraux pour organiser parfois justement les évaluations médico-psychosociales. La plupart du temps, le plus simple est finalement d'appeler les urgences pédiatriques qui vont soit passer directement au médecin qui est de garde là, ou passer au médecin référent. Alors, je vois une question. Attends, Madame Marcotte. Alors, juste, je réponds à la question sur la lecture ou les grilles d'évaluation. La Haute Autorité de Santé vient de sortir un référentiel sur les négligences et les traitements et les mauvais traitements qui peut être utile et que vous pouvez, qui permet effectivement de donner des pistes dans les critères d'évaluation. Madame Marcotte, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, par rapport à cette dernière question, ne pas hésiter à appeler la PMI de son secteur, où on peut vraiment aider les médecins. Ça, j'ai oublié de le dire, hein. On est quand même référent aussi. J'ai oublié de le dire, mais c'est important. On est référent, c'est-à-dire que si un médecin se retrouve avec une information qui est un peu sidérée sur le moment, ou qui a besoin d'en parler, parce qu'il ne sait pas s'il doit faire un signalement, il ne sait pas s'il doit faire une IP, mais il se dit c'est pas assez grave pour que j'appelle l'hôpital. Alors, on est référent, et toute personne peut nous appeler pour avoir un avis, et on peut les aider à réfléchir avec eux et à discerner avec eux sur la situation qui les préoccupe. Voilà. Et peut-être qu'un jour, il y aura aussi un médecin référent au sein de la CRIP qui pourra répondre à ces questions.
Alors, je répète ce que disait Marion, effectivement, peut-être qu'un jour prochain, mais j'ai quelques inquiétudes sur le sujet, à vrai dire, nous aurons un médecin référent à l'ASE et donc à la CRIP. Alors, pourquoi est-ce que, juste un mot quand même pour expliquer qu'on a beaucoup de mal à trouver ce médecin pour des raisons très matérielles, statutaires, puisqu'en fait, le salaire qui est proposé à ce médecin est un salaire qui est très différent du salaire d'un médecin hospitalier. Et donc, la protection de l'enfant est un sacerdoce, mais il faut quand même qu'on ait des propositions. Donc là, on est enfin en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait organiser, voilà. Sachant que la PMI joue quand même quelque part ce rôle dans le département, même si il n'est pas estampillé comme tel. Et je crois que c'est très important. Je vais exprimer les choses un peu à ma manière, mais je crois que la PMI est perçue par… il y a une représentation un peu… on a un peu l'impression que c'est la médecine du pauvre, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, alors que non, la PMI est quand même un référent majeur dans les départements en matière de santé infantile. Et d'ailleurs, la loi donne à la PMI un rôle extrêmement important dans tout ce qui est obligation légale de vaccination, de carnet de santé, etc. Tous les examens médicaux obligatoires qui doivent être pratiqués, notamment chez les jeunes enfants, relèvent de la PMI, à défaut d'être effectués par d'autres médecins. Mais la PMI, c'est le droit commun, si je puis dire, de la santé infantile. Alors, peut-être quelques questions. Alors, où se trouve la CRIP au conseil départemental, dans l'immeuble Gironde. Et donc, pour joindre la CRIP, il faut appeler le conseil départemental qui vous met en relation avec la CRIP, et notamment si, enfin, dans tous les cas, mais si vous êtes médecin et que vous souhaitez joindre la CRIP, n'hésitez pas, vous appelez le conseil départemental, vous vous présentez en tant que médecin et vous demandez à joindre quelqu'un de la CRIP. Le mail, je crois que c'est crypt33@gironde.fr. Chaque département a sa CRIP. Voilà. Mais le site du conseil départemental vous donnera toutes les informations nécessaires. Monsieur Bloch. On va prendre quelques questions qui étaient un peu plus anciennes. On nous demandait est-ce qu'on avait des chiffres. Non, on ne va pas parler des chiffres. Donc, on n'a pas de chiffres. Ouais, voilà, on se demandait si les étudiants, dans leur cursus, avaient une formation sur la maltraitance infantile. Alors oui, les étudiants ont dans leur cursus une formation sur la maltraitance. Ça fait partie d'un des items de l'internat. Donc, finalement, tous les futurs médecins ont cette formation qui est cependant relativement courte, qui, alors maintenant, en période Covid, tout se fait en e-learning, avec des retours sur les e-learning. Mais quand c'était en cours présentiel, c'était à peu près 1h30, 2 heures de cours. Voilà. Après, au cours de leur stage, parfois dans des stages de pédiatrie où ça peut être bien évidemment approfondi. Alors, sur ce plan, clairement, il faut le dire haut et fort, la formation des médecins, la formation initiale des médecins en profession de l'enfance est quasi inexistante. Alors, Marion vous a dit 1h30, vous vous rendez compte, sur l'ensemble du cursus. C'est complètement dérisoire. C'est la raison pour laquelle on avait élaboré, en collaboration avec la faculté de médecine, un e-learning médecin et protection de l'enfance qui va devenir un MOOC professionnel de santé et protection de l'enfance dans l'objectif de former, alors évidemment ce serait ouvert à tous les publics, mais l'objectif c'est de pouvoir former les étudiants en médecine, à minima les informer, les sensibiliser, leur donner les règles à suivre. Et puis ensuite, on a quand même beaucoup travaillé, en particulier en Gironde, sur la formation continue des médecins. Et l'idée, par exemple, du DU protection de l'enfance, c'est aussi d'accueillir
des étudiants en médecine ou des médecins en exercice. On a fait pas mal de formations, dont celle-ci, à destination des médecins. Et ces formations portent ses fruits, puisqu'aujourd'hui, le nombre d'informations préoccupantes faites par des médecins, notamment des médecins libéraux, sont beaucoup plus importants. Donc, vous me direz, on est parti, au début, il y en avait 2 ou 3. Donc, aujourd'hui, on doit être à peu près à une vingtaine, ce qui est quand même une nette progression, même si on est bien d'accord que c'est insuffisant. Je tiens à dire cependant que ce n'est pas parce que les informations préoccupantes sont rares provenant des médecins libéraux que pour autant ils ne font rien. Monsieur Dugravier nous l'a expliqué et on le sait aussi par ailleurs. Souvent, les médecins libéraux prennent attache avec d'autres médecins et notamment avec l'hôpital, ce qui permet de dire que quand même ils interviennent, même s'ils ne font pas forcément d'informations préoccupantes directement. Et moi, je pourrais juste dire que c'est un peu difficile dans la formation initiale d'insister normalement. Ils ont tellement de connaissances à ingurgiter et ce sujet étant finalement perçu comme à la frontière parfois de la médecine, puisque c'est souvent médico-social, que c'est difficile d'aborder en profondeur le sujet. Donc la formation continue me semble particulièrement intéressante parce qu'à ce moment-là, les médecins ont été confrontés finalement à des situations, souvent, ça leur parle plus. Et puis, ils ont finalement acquis toutes les autres connaissances médicales qu'il fallait acquérir pour leur pratique, enfin en tout cas une partie pour la base, et ça les intéresse encore davantage. Alors, en sachant qu'il faut élargir, parce que ce n'est pas que les médecins qui interviennent, et il y a tout un nombre important de professionnels de santé qui interviennent auprès de l'enfant, je pense aux kinés, aux orthophonistes, etc., qui ont besoin aussi d'être sensibilisés à ces questions, parce que plus il y aura de personnes qui se poseront la question, en fait, le problème il est là, c'est qu'il faut multiplier les personnes qui vont se poser la question. Ce que j'ai remarqué chez cet enfant, est-ce que ce n'est pas des signes de maltraitance ou de négligence? Et si oui, qu'est-ce que je dois faire pour en avertir, pour que quelqu'un intervienne pour apporter son aide et sa protection à cet enfant? Madame Genet? Oui, je voudrais insister justement sur les autres professionnels à l'éducation nationale, en particulier pour les plus âgés, parce que là, on a parlé beaucoup des petits, mais il faut savoir aussi que l'adolescence, c'est un moment très, très compliqué en termes de repères familiaux et d'entente entre les parents et les enfants, et des situations peuvent décompenser. Les infirmiers scolaires, en particulier, sont en première ligne pour recevoir les confidences. Je parlais tout à l'heure des assistants d'éducation, des agents vie scolaire, ils reçoivent énormément de confidences, les professeurs aussi. Et enfin, les assistants sociaux, c'est eux qui vont nous permettre vraiment, au sein du secondaire en particulier, les assistants sociaux scolaires, de pouvoir analyser et établir vraiment de travailler beaucoup plus dans la nuance. Donc voilà, c'est les professionnels, on parle des médecins scolaires, mais en première ligne, il faut aussi parler de tous ces collaborateurs qui sont primordiaux. Allez-y, docteur Dugravier. Oui. Je voudrais venir sur 2 aspects de la maltraitance qui me paraît quand même important de signaler. Le premier, c'est en pédiatrie de ville, on est parfois soumis, et j'imagine qu'en PMI ou à l'hôpital, vous le voyez aussi, à des refus de soins adaptés, c'est-à-dire à des parents qui, pour une raison sectaire, idéologique, religieuse également, refusent que les soins qu'on considère comme indispensables soient apportés. Notamment, j'ai vu ça avec des hospitalisations de prématurés, que des parents repartaient loin à la campagne en espérant que les animaux s'occuperaient de réchauffer leur bébé. Ou bien ça se voit aussi pour les vaccinations, comme ça s'est vu pendant longtemps pour les transfusions. Ça, c'est un aspect important parce qu'on est parfois amené à faire une information préoccupante ou une intervention d'urgence sur ce refus-là. Le deuxième aspect que je voudrais dire, c'est que en pédiatrie, en consultation de pédiatrie, je l'ai dit tout à l'heure à la fin de ma première intervention, j'ai été plusieurs fois depuis quelques années interpellé par la gravité des signes cliniques éprouvés par les jeunes adolescentes ou adolescents pour des agressions par le biais des réseaux sociaux, soit révélation de scènes sexuelles, soit violences filmées et diffusées.
Et ça, c'est très important parce que c'est dans tous les milieux sociaux, c'est dans toutes les écoles, y compris dans les plus prestigieuses, et de façon très surprenante chez les élèves de 5e, 4e, plus que chez les élèves plus âgés. Donc ça, c'est une chose qui me paraît très important de signaler pour l'attention de tous et pour développer les mesures préventives qu'on croit pouvoir mettre en place. Enfin, pour ce qui est des étudiants, je suis d'accord sur le fait qu'il faut leur faire des cours, mais je suis d'accord aussi qu'il faut qu'au fur et à mesure de leurs études, leur soit inculquée l'idée que la vie sociale et la vie médicale ne sont pas séparables l'une de l'autre, et quand ils savent qu'ils sont impliqués dans la vie sociale de leurs patients, ils ont une toute autre vision du soin et de la pathologie. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on me demande aussi, par d'autres biais, de rappeler l'importance pour tous les médecins, les professionnels de santé, etc., de mettre dans leur salle d'attente les affiches avec les numéros de téléphone et notamment le 119 à destination des enfants eux-mêmes. Les enfants eux-mêmes peuvent faire des révélations, soit les concernant, mais aussi concernant un certain nombre de leurs camarades. Moi, depuis que j'ai un enfant au collège, j'en suis à ma 3e information préoccupante par ce biais. Évidemment, je suis un peu repérée. Mais enfin, je crois que c'est très, très important parce que c'est aussi un lieu… alors, on n'a peut-être pas le temps, mais dans le MOOC… dans le e-learning et puis dans le MOOC protection de l'enfance et santé. Alors, on m'a demandé, vous tapez e-learning protection de l'enfance et santé et vous allez tomber tout de suite sur le site de la faculté de médecine qui vous permettra d'y accéder. Et puis, dès qu'on aura le MOOC, vous pourrez… Mais le MOOC, ce n'est pas pour tout de suite. Je pense que c'est pour juin, juillet, parce qu'il reste quand même un peu de travail à faire, même si on a bien avancé. Ce que je voulais, je ne sais plus, je voulais dire quelque chose sur… Je passe la parole à Madame Marcotte, l'idée me reviendra peut-être. Allez-y, Madame. Voilà. Je peux parler? Oui, oui, allez-y. Voilà, je n'ai pas de Wi-Fi. Allez-y. Ah. Est-ce que là, vous m'entendez? Ça y est, c'est bon. Excusez-moi, la connexion n'est pas très bonne. Je voudrais vraiment dire que les jeunes médecins, là, qui, justement, par rapport à cette formation, s'il y a vraiment une chose qui est très importante, et je m'inscris dans ce que dit M. Dugravier, il y a une chose qui est évidente et qu'il faut vraiment leur marteler, c'est qu'ils ne doivent jamais rester seuls et qu'ils peuvent toujours être confrontés en consultation à une situation qui les sidère, et ça peut arriver, et ils ne savent pas quoi faire. Mais ça peut arriver et ça arrive, mais il ne faut pas hésiter vraiment à le partager avec des confrères, à en parler et à faire appel à des professionnels, soit à la PMI, soit à l'hôpital, soit avec un autre confrère, mais en tout cas ne jamais rester seul. Mais je pense que c'est quelque chose qui est important à leur dire, c'est qu'on peut être amené à rencontrer des situations qui nous dépassent, et surtout quand on est très jeune professionnel et qu'on n'a jamais été confronté ou trop confronté à ce genre de difficultés, ou dans ces difficultés à repérer des situations justement où on sent on est tout petit, où le lien est compliqué à se mettre en place, une maman qui se plaint tout le temps de maux de ventre, ou des choses qui sont… elles reviennent tout le temps, il y a des questions, et voilà, il y a quelque chose qui les… Ils n'arrivent pas à mettre de mots dessus, mais en tout cas, ne pas rester seul, ça c'est essentiel. Oui, merci beaucoup. Quelques questions. Tu coupes ton micro, ton haut-parleur. Ouais, est-ce que c'est mieux? Oui, je pense que ça marche mieux. Donc juste pour vous dire, au titre de la formation continue, à partir de janvier 2022, il y a un DU prise en charge des violences qui ouvrira à la fac de médecine à Bordeaux. Et donc il y a évidemment un volet mineur. On nous demandait comment les informations pouvaient redescendre du numéro d'urgence vers les professionnels de la protection de l'enfance.
comment ça se passait concrètement. Quels étaient les partenaires du COVA également? Est-ce que le COVA travaillait en vase clos ou au contraire avait des partenaires? Bon, je connais la réponse en posant la question. Et puis également, et ça fait écho à ce que disait le docteur Dugravier, la protection des plus jeunes par rapport, je dirais, à Internet et aux violences, tout court, aux violences de nature sexuelle. Est-ce qu'il y a des stratégies particulières qui sont mises en place? Alors, j'ai peut-être, excuse-moi, il y a une question que j'ai vue passer sur la question des enfants étrangers. Et donc, je rappellerai que la protection de l'enfance s'applique en fonction du territoire et que donc, évidemment, les enfants étrangers relèvent du même dispositif. Et il y a même si on n'en parlera pas ce soir, il y a la question des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des mineurs étrangers qui n'ont pas de référent parental sur le territoire français, qui sont particulièrement pris en charge depuis plusieurs années par l'aide sociale à l'enfance, avec des dispositifs particuliers. Alors peut-être je vais laisser répondre Myriam sur le COVA. Est-ce que vous avez des partenaires ou est-ce que vous travaillez en vase clos? Alors non, on ne travaille pas en vase clos, on essaye au mieux de travailler en collaboration étroite avec les différents partenaires, donc que ce soit la pédiatrie, donc notamment à l'hôpital bien sûr, puisqu'on a une proximité de lieux qui fait qu'on travaille en relation très étroite, que ce soit parce qu'on va voir directement les enfants hospitalisés, les situations qui sont signalées, ou même par les réunions de collaboration qu'on fait tous les mois. Et puis bien sûr avec les services de justice et de police, on est aussi en collaboration et en fait avec tous les partenaires extérieurs, que ce soit la CRIP, l'ODPE, etc. On travaille en fait tous ensemble, on essaye au contraire d'entretenir des liens, de se donner des avis, de s'entraider sur des situations, etc. Donc nous, on est ouverts à travailler avec tout le monde, bien sûr. Voilà une bonne nouvelle, mais on n'en doutait pas beaucoup. La question du cursus, finalement, Non. Oui, c'est ce que j'allais dire, le parcours que le signalement, enfin l'appel au 119 fait, Marion, peut-être. Quand on appelle le 119, on tombe sur un numéro départemental, en réalité. Oui, alors c'est ça, peut-être qu'il faut le dire. Que c'est plus l'appel. Enfin, oui, on va tomber sur… il est ouvert 24 heures sur 24. Quand on y appelle, il y aura un interlocuteur. Et il peut faire le lien directement avec le conseil départemental, finalement, et transformer l'information en une information préoccupante. Je peux peut-être y répondre, si vous voulez, puisque c'est le département. Allez-y, Madame Marcotte. Mais on vous entend plus. Ah ben si, j'ai ouvert mon micro. Vous m'entendez pas? On vous entend toujours pas. Oh, malheur. Vous avez plus de micro? Si. Laurent, faire quelque chose? Si, moi je vous entends. Merci. Je ne vous entends pas, c'est normal. On vous entend très bien, madame. Oh, merci. Donc, en fait, chaque personne qui appelle le 119, donc chaque message est retranscrit à la crypte. Et la crypte, donc, requalifie ou pas l'information qu'elle reçoit. En général, elle la requalifie et elle la transmet aux équipes des MDSI du territoire concerné. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que c'est un numéro national que pour autant, il y a une déconnexion avec le niveau départemental et local. Donc, le 119, c'est un bon moyen d'alerter, notamment dans des situations où on est dans l'urgence et où on est… Ce sont des professionnels qui sont à l'écoute et qui posent des questions, qui accompagnent les gens aussi, qui n'arrivent pas trop à exprimer les choses, qui les accompagnent. Ben voilà, c'est ça. Sur la sensibilisation des enfants d'école primaire à Internet et ses dangers éventuels. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Alors, il y a des tas de choses, mais je ne suis pas vraiment sûre que ce soit le sujet. C'est la première question. Voilà. C'est un peu trop général, donc je propose qu'on ne réponde pas à cette question. Par contre, c'est important sans doute de dire que la sensibilisation des enfants eux-mêmes à la question de la maltraitance, en général, est une question importante.
ça fait partie de l'éducation des enfants et je sais que l'éducation nationale a fait un gros travail sur ce plan, mais je pense que chaque médecin qui voit un enfant a un rôle à jouer sur la sensibilisation de l'enfant en question, sur le respect de son corps et aussi de la nécessité de parler, de révéler des faits lorsqu'il y a des… Voilà. La question de l'examen, c'est le point que je voulais évoquer tout à l'heure, la question de l'importance pour le médecin de voir l'enfant seul est une question assez à la fois importante et problématique, parce que ce n'est pas toujours évident, justement, pour un médecin d'imposer un examen médical sans la présence des parents. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a un lien quand même, évidemment très fort, entre santé et exercice de l'autorité parentale. Vous l'avez évoqué, Franck, tout à l'heure, pour des parents qui refusent un certain nombre de soins, etc. Il faut quand même rappeler que la loi permet aux médecins de passer outre le consentement des parents lorsqu'il estime que leur refus pourrait porter atteinte à la santé de l'enfant. Je pense que c'est une règle qu'il faut rappeler, parce que je pense que les parents n'ont pas le droit de dire « c'est mon enfant, donc c'est moi qui décide de ce qui se passe sur son corps », que ce soit d'atteinte qu'eux-mêmes prodigueraient ou le refus de pratiquer des soins. Je pense que la question du refus de soins est aussi au cœur de la protection de l'enfance par les professionnels de santé. On peut rappeler, quand je vous passe la parole si vous voulez après, la question des vaccinations obligatoires, mais aussi des différents soins qui sont nécessaires. Voilà. Des parents ne peuvent pas, au nom de l'autorité parentale, refuser des soins nécessaires. Oui, Adeline, vous avez parlé de l'examen hors de la présence des parents. Il y a quelques années, le Conseil de l'Ordre nous avait envoyé à tous un message en nous recommandant de ne jamais examiner un enfant et a fortiori un adolescent seul avec lui. Donc la présence d'un tiers à l'examen clinique est quand même une chose très importante compte tenu de l'ensemble des aléas possibles autour de la consultation et des accusations qui peuvent être formées contre les médecins. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors là, on manque de temps, mais je vais être assez directe. Pour moi, c'est inadmissible d'affirmer ce genre de choses. C'est-à-dire qu'un médecin doit pouvoir avoir un examen médical seul avec l'enfant. Il en va de la protection, enfin, des nécessités. Comment voulez-vous qu'on protège un enfant si on ne peut pas le voir en dehors de la présence de ceux-là même qui lui font subir des maltraitances? Donc non, je pense qu'on ne peut pas dire ça et je pense qu'il est essentiel qu'un médecin se donne le droit d'examiner un enfant sans la présence de ses parents. Mais si on est dans une situation de suspicion de maltraitance, moi je me suis fait sérieusement engueuler un jour par le procureur parce que j'avais examiné un enfant et qui m'a dit que je devais le faire faire par un médecin assermenté. Non, mais donc, la question de l'examen, c'est après, là, c'est la question de l'importance de l'examen et du caractère intrusif de l'examen, ce qui est une autre question. Mais personne ne pourra reprocher à un médecin de souhaiter parler et examiner un enfant, au moins pour l'examen global, superficiel, pardonnez-moi l'expression. Marion? Oui, même aux urgences, c'est ce qu'on conseille en fait. C'est-à-dire que dès que l'enfant le peut, lorsqu'il y a un doute sur le mécanisme ou des choses, voilà, on essaie de voir l'enfant seul. Alors, on ne peut pas s'opposer au refus du parent, mais généralement, les parents ne refusent pas finalement. Et on les voit seuls. Alors, souvent pour l'entretien avec l'enfant, parfois pour l'examen général, mais on ne fait jamais d'examen, effectivement, si c'est la question gynécologique. Hein. On fait des examens généraux en respectant la pudeur de l'enfant. Mais on le fait seul avec l'enfant. Ça ne nous pose pas tellement de… On n'a jamais eu de plainte. Et c'est pareil, nous, au COVA, la plupart des enfants, sauf refus express des parents, mais en général en l'expliquant, en évitant une anxiété démesurée du parent, parce qu'en fait, souvent, ils sont très anxieux. Quand on leur explique l'examen, c'est notamment le rôle de notre infirmière en début de consultation, elle explique ce qu'on va faire et pourquoi. Et nous, en tant que médecin, on voit l'enfant et ensuite, on revoit toujours le parent pour leur expliquer qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a dit et qu'est-ce qu'on va conclure. Et en fait, dans ces cas-là, on a très, très rarement des refus. Et ça se passe plutôt bien en l'expliquant en amont. D'ailleurs, dans l'arrêt… attendez. La mission de service public, ce qui n'est pas le cas des médecins libéraux.
C'est vrai. Mais dans l'affaire Marina dont je vous parlais tout à l'heure, la Cour européenne a reproché à la France de ne pas avoir permis à cet enfant justement de pouvoir être entendu seul aux différents stades de la procédure. Mais même pour des médecins libéraux, dans la mesure où la loi permet aux médecins donne aux médecins cette mission de protection de l'enfance, je pense qu'ils ont le droit et même le devoir dans certains cas d'examiner l'enfant seul. Et il me semble, j'irais même jusqu'à dire que le refus total d'un parent que son enfant soit examiné seul par un médecin. Alors après, si ce n'est pas le médecin en question, on peut proposer qu'il aille voir un autre médecin dans un autre cadre, mais le refus systématique d'un parent que son enfant soit examiné seul peut en soi constituer un motif d'inquiétude. Je crois que oui. Alors, juste un mot de Madame Maréchal, et puis après, on va terminer. Je voulais juste ajouter une chose, parce que je pense que ça peut être aussi faciliter le repérage, c'est de se rappeler que souvent les parents, même quand ils sont maltraitants, ils ne le sont pas de manière volontaire. C'est-à-dire que ce sont très souvent des gens qui sont complètement dépassés, parfois même par leur propre traumatisme d'enfant. Et du coup, signaler ou repérer ces enfants, c'est aussi leur apporter de l'aide à eux, ainsi qu'à leurs enfants. Et ça, c'est important de le rappeler, parce que ça permet de faciliter ce repérage. Je crois que c'est une très belle conclusion. Je vous remercie. J'aurais aimé poser une question, c'est dommage. Oui, je suis désolée, mais très concrètement, on va se faire enfermer à la fac si jamais on continue. Je suis désolée et je vous remercie tous d'être intervenus et aussi d'avoir participé, d'avoir assisté à cette conférence. Et je vous invite éventuellement à aller voir les liens qu'on vous a donnés. Merci à tous et bonne soirée. Oui, juste, juste vous dire la prochaine fois, le 15 mars, sur la problématique de la réparation du dommage corporel. Et puis ensuite, le 1er avril, sur le consentement à l'acte de soins des personnes vulnérables, puisque, donc essentiellement personnes sous tutelle, puisque cette question a été réformée relativement récemment, et la réforme est entrée en vigueur le 1er octobre 2020. Donc, dans un contexte de crise sanitaire, ça pose évidemment un certain nombre de questions. Merci à toutes et à tous. Donc, cette réunion a été enregistrée. Vous pourrez la retrouver, si vous le souhaitez, sur le site des études hospitalières, dans la rubrique des rencontres d'Hippocrate. Voilà. Merci à tous nos intervenants, merci à toutes les personnes qui ont suivi. Et puis, on vous donne rendez-vous à très bientôt. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée, merci.